Bonjour à tous. Je remercie l'INS HEA, son directeur M. Puig et Mme Mauguin pour leur invitation. Je suis très heureuse d'être parmi vous sur cette question de l'inclusion, qui est une question complexe, à laquelle je réponds avec modestie. Donc voilà, une petite goutte à apporter à la réflexion commune. Alors, le plan sera le suivant, donc présentation des deux recherches sur lesquelles je m'appuie ce matin pour vous faire une présentation, on va dire synthétique, des constats, des résultats et surtout des interprétations en vue de perspectives d'action. Les ancrages théoriques qui sont les miens dans le cadre de ces travaux, les méthodologies suivies, parce qu'il me paraît toujours important de savoir d'où viennent les résultats de recherche, comment ils ont été recueillis, pour ne pas non plus donner trop d'inflation aux résultats. Les résultats sont toujours liés aussi à un contexte et à une méthodologie. Donc une synthèse des constats aux interprétations que je vous propose ce matin, et puis des perspectives d'action et de formation en conclusion. Alors, au niveau donc des ancrages, pour communiquer ce matin, deux recherches. Une première, 2009 à 2012, intitulée « L'inclusion des jeunes enfants en situation de handicap dans des dispositifs d'accueil préscolaire aux Normands », c'était donc dans l'Académie de Rouen, un projet initialement porté par le professeur Loïc Chalmel, puis par Laurence Touroud de l'Université de Rouen. L'objet de cette première recherche, l'objectif en tout cas, était d'essayer de répondre à cette question: quel changement l'inclusion d'un jeune enfant avec handicap induit-elle dans les structures collectives dites ordinaires, crèches et maternelles, en croisant le point de vue à la fois des parents et des professionnels. Deuxième recherche, 2013-2015, qui est intitulée « Petite enfance et handicap, accueil collectif et coordination institutionnelle », que nous avons portée avec Diane Bedoin et Nicolas Guérimant. Nicolas Guérimant, avec Philippe Mazereau, que vous connaissez certainement de l'Université de Caen, se sont plus attelés à la question de la coordination institutionnelle. Avec Diane Bedoin, nous nous sommes davantage penchés sur l'accueil donc de la petite enfance en situation de handicap. Et la question était la suivante: quel levier, mais aussi quel frein à l'inclusion de jeunes enfants à l'école maternelle? Les motifs qui ont initié cette recherche résultent du fait que nous voulions entreprendre une recherche qualitative, c'est-à-dire rentrer par la parole des acteurs et rentrer par l'observation des pratiques. Nous voulions surtout donc essayer d'entendre ce que les personnes directement concernées ont à dire sur leur expérience concernant cet accueil, après justement la promulgation de la loi, dans cette nébuleuse qui est encore aujourd'hui l'inclusion, c'est-à-dire l'inclusion, c'est un mot largement employé mais assez peu défini clairement, et pour le coup, effectivement, qu'est-ce qui est vécu, comment c'est vécu, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire. Et puis, en lien aussi avec le fait que les travaux antérieurs sur la petite enfance étaient antérieurs à 2005, avec les travaux toujours très intéressants de Simone Corsos, Laurence Touroud, sa thèse de 97, et puis Joël Zafran. Depuis, il y a eu des rapports, bien sûr, des rapports qui ont été déposés sur cette question, mais qui sont plus dans le quantitatif, à mesurer notamment le taux d'évolution de la scolarisation des enfants, avec les noms donc des rapporteurs qui sont sur la diapositive. J'enchaîne. L'idée ici, c'était, dans la première recherche, donc, croiser les points de vue et les attentes, croiser les expériences. Et pour cela, nous avons effectivement construit un guide d'entretien et nous avons recueilli 20 entretiens auprès de familles et 34 auprès de professionnels, crèches et écoles maternelles, principalement écoles maternelles. Cette première recherche nous a donné à voir donc des réalités vécues, des éprouvées, des ressentis, et c'est important de les entendre. Aussi, mais elle nous a aussi donné à voir des astuces, des trouvailles qui ne sont pas toujours mises en valeur, des arts de faire, comme dirait Michel de Certeau, des métisses, comme dirait en écho aux travaux de Marcel Détienne et Jean-Pierre Vernant, métisses, c'est-à-dire cette intelligence pratique, ces ruses qu'on trouve en situation.
et dont on ne prend pas toujours conscience en tant que tel, et qu'on ne valorise pas non plus toujours en tant que tel, hein, et qui n'est pas toujours non plus valorisé en tant que tel par les institutions. Ça, c'est important aussi à signaler. En tout cas, il nous était apparu nécessaire de compléter ce travail par des observations filmées in situ. Et du coup, nous avons donc sollicité des enseignants, et je salue encore devant vous aujourd'hui les 2 enseignantes qui ont accepté d'être filmées, parce que accepter d'être filmées, ça n'est pas facile. Donc merci en leur nom, en votre nom et en leur nom. Merci à elles, merci aux parents qui ont accepté aussi le tournage. Et donc nous avons essayé de repérer quelles étaient sur la première heure d'arrivée de l'enfant en situation de handicap, qu'est-ce qui lui était proposé, qu'est-ce qui se passe là, au niveau de l'accueil, de l'organisation, de la durée des activités, de la diversité des activités, mais aussi et surtout des interactions entre élèves et des interactions entre élèves et enseignants. 2 classes, 2 enfants, âgés tous les 2 de 4 ans, avec des profils très différents, avec une procédure de tournage avec 2 caméras, une en plan fixe, comme ici, au fond de la classe, pour essayer d'avoir un large empan, et puis une caméra épaule. Une caméra épaule, pourquoi ? Bien que ça pourrait apparaître comme une forme de stigmatisation, vous êtes d'accord ? C'est-à-dire que ça pose une question éthique que nous avons discutée avec les collègues. L'idée, c'était que, vous le savez, en classe maternelle, il y a beaucoup de matériel, il y a beaucoup de meubles, d'objets, et donc la caméra fixe ne permettait pas de voir les interactions fines entre les enfants et entre l'enseignant, l'AVS et l'ATSEM avec l'enfant. Donc, il nous est apparu nécessaire pour le recueil de données et afin de pouvoir dire quelque chose de plus fin, de plus précis, donc d'avoir une caméra épaule. Donc merci encore aux personnes qui ont accepté. Donc 2 caméras, ça veut dire donc première heure, 1 heure par mois, l'heure d'accueil, ça veut dire 2 caméras, 2 heures donc de film sur l'année, puisque nous avons filmé sur l'année. Nous avons au total 34 heures de film, sachant bien sûr qu'on n'arrive pas au total de l'année parce qu'il y a eu quelquefois des absences d'enfants. Au niveau des ancrages théoriques, la posture, pour ma part, est philosophique parce que j'ai une formation en philosophie et que je pense qu'elle aide à entrer aussi sur cette question de l'inclusion avec un regard qui est tourné vers à la fois la citoyenneté, c'est-à-dire l'enjeu du vivre ensemble. Pour avoir travaillé dans un travail de thèse sur l'éducation à la démocratie, il me semblait logique de continuer dans ce droit fil. Et l'idée aussi, c'était de se dire qu'est-ce qui se passe là ? Qu'est-ce qui se passe ici et maintenant, devant nous, avec nous, à côté de nous ? Et du coup, il m'a semblé tout à fait judicieux de rejoindre la posture phénoménologique initiée par Husserl, où il s'agit justement de redonner place au phénomène avant même de juger. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'essayer de rester, ou en tout cas de se montrer attentif à ce qui se passe, avant même les jugements prédicatifs du genre « c'est ceci, c'est cela ». C'est-à-dire avant de juger, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est. Et du coup, dans cette logique-là, nous avons essayé d'appliquer, en tout cas personnellement, j'ai essayé d'appliquer à moi-même ce qu'on appelle l'époqué avec Husserl, c'est-à-dire ce geste phénoménologique qui consiste à essayer de suspendre les jugements, de ne pas juger d'emblée, de ne pas surajouter d'emblée de jugement à ce qui se passe, de susciter une attention, un retour à l'attention au vécu, de se mettre en posture d'écoute et d'ouverture à ce qui se passe, à autrui, au monde, mais aussi à soi, c'est-à-dire quelle résonance, quel écho il peut y avoir en soi, et à se montrer notamment attentif à la construction de sens de ce qui se passe pour le sujet. Cet ancrage-là est important parce que pour Husserl, dès 1912-1915, il dit bien que ma compréhension de l'essence des choses ou de la réalité n'engage que moi.
sa validité demande toujours à être éprouvée, confirmée par d'autres personnes ou par moi-même à d'autres moments. L'intersubjectivité est donc fondamentale pour créer un monde commun qu'il appelle le Lebenswelt, et nous allons voir que cette notion de monde commun va se retrouver ensuite dans les micro-interactions que je vais vous montrer. Du coup, en lien avec cet ancrage, il m'est apparu essentiel qu'il y ait toujours un binôme de chercheurs en plus des caméras. Pourquoi binôme de chercheurs? Justement, pour ne pas être tout seul à voir et ensuite à interpréter, mais croiser le regard, croiser ce que les uns et les autres avons vu, avons repéré, qui n'était pas forcément identique, et du coup dialoguer, discuter pour ensuite construire du sens sur ce qui était repéré. Deuxième ancrage philosophique, l'identité narrative selon Ricoeur. Pourquoi? Parce que pour Ricoeur, il a fallu chercher ce qui faisait, vous vous imaginez vous-même en train d'observer un déroulement de classe. Et du coup, la question qui s'est posée après, c'est-à-dire une fois que nous avons observé et que nous avons noté, nous avons revu les rushs des films, et il a fallu essayer de se dire qu'est-ce qui fait événement pour ou contre l'inclusion. Qu'est-ce qui fait événement au regard de la problématique de l'inclusion? Et donc ici, on est bien sur une dimension herméneutique, c'est-à-dire il s'agissait du coup d'interpréter des micro-phénomènes, des micro-événements pour construire un parcours d'inclusion compris comme un récit donc d'un parcours d'élèves. Le récit se définit pour Ricoeur comme une composition embrassant une série entière d'événements dans un ordre spécifique. Nous ne pouvions pas tout garder. 34 heures de film, on aurait eu, de quoi se noyer. Donc, qu'est-ce qu'on retire et qu'est-ce qu'on retire de significatif sur la problématique inclusive? C'était ça le problème qui était le nôtre. Les événements pour Ricoeur, en soi, ne sont que de simples occurrences. Et c'est la mise en intrigue et donc qui va permettre de sélectionner les événements pour construire un récit. Donc en fait, la mise en intrigue relève pour Ricoeur d'une construction temporelle et organisationnelle qui permet de conduire à une prise de conscience de l'importance accordée au but. Ici, le but, c'est l'inclusion, qui va nous permettre rétroactivement d'essayer de repérer ce qui aura pu aider ou freiner. Et donc, nous ne sommes pas dans une logique causale. Si nous poursuivons, donc, la narrativité de Ricoeur se retrouve aussi en lien avec trois mimésis, c'est-à-dire trois formes d'organisation du récit. Une préfiguration narrative que nous avons tous, c'est-à-dire quand nous vivons, nous avons d'emblée une sorte de compréhension narrative, c'est-à-dire on met dans un ordre séquentiel les choses qui nous arrivent. Et puis chacun, selon comme nous sommes, nous allons raconter une histoire différente. Deuxième temps, la configuration, là c'est le travail d'écriture, de mise en récit, de mise en intrigue narrative et d'écriture. Là c'est le travail de production, de recherche, où il a fallu ensuite écrire pour donc ordonnancer le choix de quelques séquences. Et puis la reconfiguration, c'est aujourd'hui par exemple, la reconfiguration c'est comment vous qui écoutez ce matin, comment cela fait écho à votre propre expérience, à vos propres compétences qui sont riches et souvent inexploitées et non communiquées, non diffusées, pour justement faire travailler cette question. Alors, je ne peux pas clôturer ces ancrages philosophiques sans un lien évidemment avec l'éthique, parce que nous sommes ici sur une question complexe de l'accueil de la différence, accueil de la diversité. Et là, sur cette question-là, je ne vois pas d'autre auteur à convoquer que Lévinas. Lévinas pour qui autrui convoque d'emblée ma responsabilité. Je n'ai pas de question à me poser. D'emblée, je suis responsable vis-à-vis de lui. Et donc, il s'agit d'être toujours préoccupé du statut, de la relation que nous accordons à autrui pour ne pas justement l'instrumentaliser. Alors, si nous continuons, nous sommes en sciences de l'éducation, la problématique inclusive est complexe, elle ne peut pas être l'objet d'une seule discipline. Il a fallu, évidemment,
ouvrir aux concepts travaillés par d'autres disciplines, notamment l'interactionnisme symbolique de Goffman. Et ce que nous avons retenu de Goffman, c'est notamment sa notion de cadre. Quand il dit « Je soutiens que toute définition de situation est construite selon des principes d'organisation qui structurent les événements, du moins ceux qui ont un caractère social, et notre propre engagement subjectif. Le terme cadre désigne ces éléments de base. Je traduis en disant l'interaction, du coup, elle est rendue possible dans un lieu par un sens commun partagé par les acteurs en présence au sein de ce cadre. Chacun sait ou devine, en fonction des exigences de la situation, qui existent sous forme d'attentes normatives. Chacun, donc, sait ou devine ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire. Et nous allons voir que sur la question de l'inclusion, justement, cette problématique-là est particulièrement activée. C'est-à-dire que certains enfants n'ont pas les codes du sens commun. Certains enfants ne sont pas d'emblée dans ce qui fait sens ou dans ce qui est autorisé ou non. Et du coup, forcément, dans le cadre d'une classe, ça fait bouger les lignes, notamment des interactions, des rapports d'autorité et des relations. Alors, le concept de face, évidemment, de Goffman est un autre concept que nous mobilisons parce qu'il s'agit, dans le cadre de l'inclusion, de préserver la face, la valeur sociale positive d'une personne, préserver la face de l'enfant, des enfants, de l'adulte aussi, de parents et également, bien sûr, des professionnels. Alors, au niveau du cadrage théorique sur la notion de handicap, je vais peut-être aller plus vite, vu le temps imparti. Vous le savez, donc je n'insiste pas, nous sommes passés d'une vision individualiste du handicap à un modèle social, et nous sommes passés, donc si on fait un schéma qui est récapitulatif, donc un modèle individuel qui en pratique se traduisait par une approche souvent médicale, lésionniste, qui se traduisait ensuite en termes de compensation, avec une logique donc linéaire, et puis qui aboutissait en France en tout cas à un modèle ségrégatif d'aide. Le modèle social, évidemment, se traduit du coup par une responsabilité aussi de la société et de l'environnement, du cadre élargi, du commun, on va dire, et qui, du coup, a traduit une approche à la fois sociologique, anthropologique et situationniste, c'est-à-dire que nous avons interrogé non pas seulement la personne qui porte le handicap, mais aussi tout son entourage, l'environnement, le contexte, et avec cette problématique actuelle d'intégration puis inclusion qu'il faut bien sûr préciser. Ces notions d'intégration et inclusion restent encore assez floues pour l'expérience que j'en ai dans le cadre du travail que j'ai effectué pendant 20 ans auprès de la formation des enseignants. Intégration, on comprend à peu près, mais inclusion, c'est pas forcément très clair. Alors, l'inclusion, par différence, on pourrait pointer l'idée que il s'agirait d'une différenciation dans la classe et dans l'école pour s'adapter à tous les élèves, et pas simplement aux personnes, entre guillemets, étiquetées ou cataloguées, handicapées. Ça veut dire que tout un chacun, à un moment donné ou un autre, nous pouvons être en situation de handicap et donc avoir besoin d'aide spécifique et donc avoir des besoins éducatifs particuliers. L'idée aussi, c'est que les pratiques spécialisées, au lieu d'être uniquement à part, et donc l'idée aussi que l'enfant ou l'élève devrait être pris en charge à part, l'idée, c'est qu'elles s'insèrent dans les dispositifs ordinaires. Or, évidemment, deux choses. Premièrement, ça n'occulte pas les aides spécialisées, nous sommes d'accord. Ce n'est pas parce qu'on parle d'inclusion que du coup aucune personne n'aurait des besoins. Et deuxièmement, effectivement, c'est quel lien, quelle passerelle, quelle durée, quelle organisation pourrait être travaillée pour que cela soit une réelle aide pour l'enfant. Je m'appuierai sur la formulation de Gremion et Parat en 2009, qui sont des pédagogues suisses, qui ont, je crois, le mérite de dire les choses de manière un petit peu plus précise, en tout cas pour l'école. L'insertion, pour elle, c'est être admis avec les autres, point barre, donc aux enfants de s'adapter. L'assimilation, c'est forcément devoir faire comme les autres, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de place
pour la personne en tant que telle. Et du coup, ça se traduirait de la manière suivante à l'école, l'insertion. Assis au fond de la classe, Pierre fait du coloriage pendant que les autres suivent un cours de mathématiques, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune adaptation. Il est là, mais en fait, il ne partage rien avec les autres. L'assimilation, c'est Pierre peut participer à une leçon, mais à condition d'être capable de le faire et de suivre comme les autres. Donc, on n'a pas non plus d'adaptation. Et puis, l'intégration-inclusion. L'intégration, c'est être différent avec les autres. Et l'inclusion, ce serait être différent comme les autres. Une nuance intéressante qui se traduit, par exemple, si on donne des exemples en classe, l'intégration, c'est Pierre est intégré, l'enseignant prépare un matériel spécifique et adapte les exigences à ses compétences. On a donc bien une adaptation, mais une adaptation plutôt en solitaire, rien que pour lui. Et l'inclusion, c'est Pierre participe aux leçons, il travaille à son rythme, en coopération avec les autres. Et là, on a une dimension effectivement sociale de l'apprentissage qui est davantage marquée. Les programmes et les méthodes permettent à chacun d'avancer en fonction d'objectifs, mais pour autant, l'élève n'est pas isolé à sa tâche. Voilà, grosso modo, pour essayer de définir, puisque dans les textes, ce n'est pas toujours fait. Au niveau de la première recherche, je vous ai dit la méthodologie, donc je saute. Je vous présente pour la deuxième recherche. Donc nous avions 2 enfants, nous avons changé les noms bien sûr par respect. Achille, 4 ans, qui entre donc en toute petite section et petite section maternelle. Au début 1h30 par semaine et puis une demi-journée semaine vers le mois de janvier. Il présente des troubles du spectre autistique, cela nous est annoncé par la maman, il y a eu un diagnostic d'effectué, il ne parle pas et en tout cas il n'a pas d'AVS jusqu'au mois de mars de l'année. Valentin, 4 ans, qui entre en petite section et moyenne section, qui présente des troubles du comportement, nous n'avons pas eu connaissance et l'enseignant non plus exactement de la spécificité de la problématique de Valentin. En semaine, il n'est pas dans sa famille, il est dans un internat et il retourne dans sa famille uniquement le week-end. Alors, si nous regardons maintenant quelques constats et quelques interprétations avec ces 2 recherches au début et puis surtout ensuite sur la seconde. Tout d'abord, on peut dire que l'inclusion est un analyseur des logiques d'organisation et de fonctionnement. Un analyseur, ça veut dire que c'est un phénomène qui révèle des choses, qui révèle des choses du système, qui révèle des choses du fonctionnement, qui révèle des choses au niveau aussi des relations et des représentations des missions du métier, notamment au niveau des professionnels. Donc, nous avons vu, pour l'échantillon qui est le nôtre, je tiens à préciser, bien sûr, je ne parle pas en général, mais pour l'échantillon qui était le nôtre, nous avons vu un différentiel entre les crèches et les écoles maternelles. Les crèches, dans les entretiens, donc première recherche, les entretiens, les personnels, auxiliaires de puériculture, directrices de crèche, soulignent notamment qu'ils ont essayé de faire des choses. Dans les entretiens, ils vont parler d'un enfant de manière très précise. Quand ils parlent de l'enfant, ils vont montrer à certains moments comme un émerveillement vis-à-vis d'un progrès tout simple de l'enfant. Il y aurait une attention très attentive, on va dire, à l'enfant en tant que tel. Et du côté directrice de crèche, un souci aussi de connaître le projet des familles. Voilà. Alors, je ne dis pas que c'est le lot de toutes les crèches, je suis prudente, mais je souligne ce qui est ressorti à travers nos enquêtes. Au niveau des enseignants, au début, nous avons eu un discours, dramatique. Et il faut entendre ce drame professionnel. C'est-à-dire que l'injonction d'inclusion est vécue difficilement
parce qu'ils se sentent non accompagnés, parce qu'ils se sentent abandonnés par l'institution, à essayer de se débrouiller comme ils peuvent dans des situations souvent très difficiles. J'ai mené des entretiens avec plusieurs d'entre elles, notamment une directrice d'école maternelle en zone d'éducation prioritaire, qui évoquait le fait que comment pouvons-nous faire quand il y a déjà sur une classe de 27 élèves, 10 élèves en grande difficulté, y compris sociale, avec une grande précarité, problème aussi de langage, problème aussi une difficulté aussi de comportement, parce que les codes ne sont pas repérés, y compris en grande section, et en plus intégrer 3 voire 4 enfants en situation de handicap. Et ce n'est pas de la mauvaise volonté. Il y a à entendre cette souffrance des personnes. Pour autant, ce que je veux dire ici, c'est que, vous savez, l'entretien dure environ 1 heure, et dans les méandres de l'entretien, nous nous sommes aperçus qu'en fait, les enseignants trouvent des astuces, adaptent les choses, mais elles ne le mettent pas en valeur. Je dis elles parce que nous avons eu affaire essentiellement à des femmes. Elles ne le mettent pas en valeur. Et nous nous sommes dit, le fait de ne pas le mettre en valeur signifie aussi peut-être que l'institution ne valorise pas non plus cette créativité. En tout cas, il y a peut-être là un terreau, quelque chose à développer. Alors, en crèche, donc, un exemple pour situer cette sorte d'intelligence pratique et d'astuce dont j'ai parlé tout à l'heure, de métis. L'exemple de la cuillère et du pinceau avec justement une auxiliaire de puériculture qui s'occupait d'un enfant qui avait des problèmes de préhension et donc au moment de manger, il ne prenait toujours pas la cuillère. Et voilà ce qu'elle dit à un moment donné. En fait, c'est des choses qu'on a senties. On s'est dit, oh tiens, il adore la peinture. On faisait attention vraiment au pinceau, etc. Et je crois même qu'on avait fini par prendre des cuillères pour peindre. Enfin, non, c'était pas ça. On avait acheté des cuillères particulières avec des embouts qui ressemblaient à ceux des pinceaux pour qu'au niveau de l'appréhension, il ait le même contact. Ça, c'est une ruse, c'est une finesse pratique, une intelligence fine qui, je trouve, et qui mérite d'être pointée. Parce que, évidemment, du coup, les progrès s'en sont suivis en tant que tels. Donc, si je continue, je ne peux pas donner tous les détails, bien sûr, les micros, mais ce que je voulais dire, c'est que dans les micro-interactions, c'est là qu'il se passe quelque chose. Ce n'est pas dans le discours général, c'est dans les micro-interactions. Et donc, il y en a eu d'autres comme ceci, ce qui me permet de dire qu'au fond, dans les crèches de notre échantillonnage, toujours, je reste précise, nous avons pu repérer une sorte de logique de fonctionnement que nous appelons adocratie avec Mintzberg, c'est-à-dire une organisation innovatrice qui se montre capable de modifier son fonctionnement, voire ses missions qui sont habituellement les siennes, pour trouver des réponses ad hoc. Je donne un autre exemple, une directrice de crèche qui dit ceci: les aménagements, ça a été surtout que l'équipe se mette à la portée de M, un petit enfant qui est arrivé sans diagnostic de surdité, mais qui, grâce aussi à l'observation attentive des professionnels, évidemment conjointe à celle des parents qui s'inquiétaient bien de quelque chose, ont repéré et ont permis un diagnostic ensuite de surdité. Donc, du coup, vraiment le regarder, lui parler au fur et à mesure. On avait trouvé un petit truc qui n'a rien de... Je ne suis pas orthophoniste, mais bon, on lui avait fait tâter notre gorge. Et on s'était rendu compte qu'il n'entendait pas. Mais il y avait des choses qui se passaient parce qu'il y avait des vibrations. Et du coup, on a réussi à communiquer. Et du coup, donc, cela continue dans l'entretien. Elle explique que petit à petit, l'enfant comprend quand justement il crie et que cela gêne. Et il comprend en touchant, en ayant touché. Du coup, il s'autorégule grâce à cette communication qui ne passe pas par le langage, mais par le mouvement senti des cordes vocales. En maternelle, des débuts difficiles, comme je l'ai annoncé, mais des ruses aussi, et des astuces,
Par exemple, cette enseignante de maternelle que je salue ici devant vous, 30 ans de métier, de passion pour la maternelle, qui était au bord de l'abandon et qui me dit cette année-là, vraiment, ça a été terrible, j'ai failli démissionner, je n'en pouvais plus. L'enfant, dès qu'il arrivait en classe, il jetait tout, partout, par terre. Il n'y avait pas moyen d'entrer en communication avec lui. Et à un moment donné, il y a ceci. Tout le monde est là, je les observe, j'essaye d'aller vers les besoins de chacun, et donc j'ai vu que, ah oui, dans le coin bibliothèque, il y a les coussins sur le canapé, et il s'est mis à lancer le gros coussin. Alors j'ai dit à l'AVS, à ce moment-là c'était l'AVS, va dans le couloir et amusez-vous, amuse-toi à rattraper le coussin avec lui, mais il ne se fixe pas longtemps sur une activité. Et là on voit, elle accepte ça. Elle accepte ce lancer de coussin. Elle donne un autre cadre, elle ouvre sur le couloir pour ne pas gêner la classe et les autres, mais elle l'accepte. Elle aurait pu être dans la simple réprimande, voyez. Donc on est sur des astuces significatives en lien avec une attention portée. Donc on est avec effectivement des micro-événements qui permettent de pointer ces richesses inclusives et porteuses. Je poursuis parce que je vois que l'heure tourne et je vous propose des résultats maintenant et des interprétations en lien, merci beaucoup, avec la deuxième recherche et donc les activités d'Achille, enfant de 4 ans qui ne parle pas, porteur de troubles du spectre autistique. Lors des activités donc à l'accueil, le matin, l'enseignante prépare sa classe en proposant des ateliers libres d'accès. Et elle offre un choix très divers, puisque à chaque fois, il y a entre 6, nous avons compté, tout simplement, 6 à 10 ateliers ouverts au moment de l'accueil. Ce qui est intéressant comparativement à l'autre classe, c'est qu'il y a une grande diversité dans les ateliers, diversité de types d'activités. Des choses à tirer, à pousser, à construire, évidemment du jeu symbolique, mais aussi des choses à manipuler, du genre de la pâte à sel, du sable, dans la classe. Voilà. Et en toute petite section, les ateliers qu'Achille investit sont pousser le landau, une pratique qu'il a dès son arrivée en octobre, pousser un petit train, une voiture en Lego, prendre des briques, mais sans arriver pour autant à construire, parce qu'il n'arrive pas à coordonner les briques les unes avec les autres. Achille se contentait d'aller voir d'atelier en atelier au début. Il n'entrait pas vraiment dans une activité, ou très très peu, mis à part pousser le landau. Et ensuite, il touche, il renifle, il porte à sa bouche différents objets. Et cela est également le cas aux ateliers sable et pâte à sel qu'il manipule progressivement. Et on voit que tout au long de l'année, en fait, il rentre de plus en plus dans une activité. La récurrence de l'offre des ateliers pour Valentin, par comparaison avec Achille, je dirais, l'offre est différente. Mais nous sommes en petite et moyenne section, alors que l'autre, c'était toute petite section. Et là, on voit un poids du scolaire, des attentes scolaires, donc des attentes aussi normatives en termes de compétences qui se font davantage ressentir. Alors, Valentin, il joue seul, il n'a pas de problème de langage, il parle très bien, il percute très bien, il est capable de faire les activités. Il joue seul, il se restreint au jeu d'algorithmes, d'encastrement et de construction. Face aux sollicitations de l'enseignante, tantôt il refuse, tantôt il s'y rend, mais sans enthousiasme, et il délaisse rapidement l'activité. L'une de ses caractéristiques, c'est de réclamer toujours un autre jeu à l'adulte et de chercher toujours le contact avec l'adulte et la négociation avec l'adulte. Valentin s'investit le plus souvent dans un atelier ou deux, mais la durée varie entre 2 et 15 minutes, avec une moyenne autour de 7. En tout cas, dans les cas où Valentin joue le plus longtemps, c'est quand il est accompagné par un adulte, soit l'enseignant, soit le VS, qui lui témoigne de l'attention et le guide. Très peu d'interactions avec les pairs. Les seules interactions avec les pairs, c'est en tout début d'année, quand il y avait un jeune enfant sourd. Donc voilà, les contacts, c'est entre enfants différents. Et après, comme l'enfant sourd a déménagé, il se retrouve tout seul.
Donc, des constats aux interprétations, l'inclusion donc comme analyseur du fonctionnement. Alors, nous allons mettre la focale, si vous voulez bien, sur la notion de cadre commun et de respect du cadre commun, mais aussi sur la différenciation de ce cadre avec des accentuations sur les médiations en vue de favoriser des relations sociales apaisées. L'hypothèse heuristique, c'est-à-dire l'hypothèse qui nous aide à essayer d'interpréter, c'est que le cadre d'expérience partagé par tous les acteurs est modulable, c'est ça la nuance, modulable en fonction des besoins éducatifs de chacun, favorise le processus d'inclusion. Alors, par exemple, premier zoom sur le respect d'un cadre commun, l'attitude de l'enseignante vise à faire entrer Achille dans le cadre d'expérience commun de la classe, avec 2 illustrations que je vous propose, le rappel du cadre et puis le guidage. Premièrement, donc, le rappel du cadre. Voici donc Achille avec son landau, comme vous voyez, il est en train de le pousser, sauf qu'à un moment donné, il y a une petite fille de la classe qui aurait bien voulu aussi, évidemment, pousser le landau. Donc il y a une altercation. Ça a commencé par tirer les cheveux, et puis ça a failli aller jusqu'à taper. L'enseignant intervient. L'enseignante intervient et dit ceci. Chut, faut pas taper. Faut pas taper, c'est interdit de taper. Qu'est-ce que j'ai dit ? Regarde-moi, j'ai dit qu'on n'a pas le droit de taper, ni tirer les cheveux. Tu as entendu ? On n'a pas le droit de taper et de tirer les cheveux. Ça fait mal. Et elle lui touche à ce moment-là les cheveux. Ce dont nous nous sommes aperçus, ça c'est un micro-zoom évidemment sur une micro-interaction, mais rapporté à l'ensemble de l'année, nous nous sommes rendus compte qu'en fait, l'enseignante centre sur quelques règles essentielles, notamment celle du respect, donc ne pas taper. Et elle laisse de côté d'autres règles de fonctionnement, comme par exemple ranger son doudou. Elle va essayer, elle va réitérer sa demande de ranger son doudou au moment de faire des activités ou des ateliers, mais en même temps, elle s'aperçoit qu'il va le rechercher. Bon, elle laisse. Par contre, elle intervient systématiquement dès qu'il y a effectivement l'enjeu de faire mal. Et nous l'interprétons comme effectivement un effort pour faire rentrer Achille dans ce cadre commun de vie de classe. Et ça fait écho avec, je me souviens, un entretien d'une autre enseignante, cette fois-ci de la première recherche, qui disait justement, au début, moi j'y connais rien au handicap, et donc je pensais qu'il fallait laisser faire. Je pensais qu'il ne fallait pas donner de règles, de limites. Et je me suis aperçue qu'en fait, ça n'aidait pas, au contraire, c'était de pire en pire. Donc ce rapport au cadre commun, mais en reciblant sur l'essentiel des priorités, c'est un élément intéressant à analyser. Toujours en faveur d'un sens commun et d'un cadre commun, souvenez-vous, nous avons dit, ce qui permet aussi de vivre ensemble, c'est que les uns et les autres, nous apprenons finalement comment nous comporter, ce qui est autorisé de ce qui ne l'est pas, selon le cadre. Là, on va regarder les comportements autorisés au regard d'une activité. Donc, c'est l'épisode de la pince à nouilles. L'enseignant avait mis comme activité un bac avec des jetons de type abac, mais détournés. Il ne s'agissait pas de construire des abacs, mais il s'agissait, avec une pince à nouilles, de remplir des récipients. Voilà. Je vais faire avec toi, d'accord ? Allez, on attrape. Et puis, non, laisse-moi, je vais te montrer, Achille, laisse-le-moi, je vais te montrer. Regarde, comme ça, tu aplatis, d'accord ? Vas-y, c'est pas fait pour taper, c'est fait pour aplatir la pâte. C'est un rouleau à pâtisserie. Achille, tu tapes pas, tu roules avec. C'est pour faire une galette, pour faire un gâteau. Alors, nous interprétons ça comme, vous voyez, elle commente oralement, elle met en sens pour l'enfant qui ne parle pas, elle donne le sens des activités, y compris dans le détournement de la fonction d'objet. C'est ça que j'ai trouvé très intéressant, parce que là, vous voyez, la pince à nouilles, ce ne sont pas des nouilles, ce sont des jetons. Donc on a bien un détournement de la fonction d'objet, une forme de créativité, mais autorisée, ça c'est accepté. Alors qu'effectivement, se servir du rouleau à pâtisserie, parce qu'à un autre moment, il prend le rouleau à pâtisserie puisqu'il y avait de la pâte à sel pour taper. Et évidemment, là, du coup, elle intervient. Vous voyez ? Donc, on est sur ces fonctionnements-là. L'interaction est rendue possible par un sens commun partagé. C'est vraiment cette idée-là
qui nous est apparue intéressante, hein, partagée par les acteurs. Et je pense que l'enseignant, en faisant comme elle a fait, aide l'enfant à rentrer dans ce sens commun, petit à petit à comprendre le sens commun pour pouvoir être partagé avec les autres. Chacun sait se comporter et donc il apprend à essayer de se comporter en comprenant, ou en tout cas en repérant progressivement, peu à peu, les attentes normatives, sans être trop normative non plus, puisqu'on a vu qu'il y avait un détournement d'objets. Autre exemple, la différenciation à l'intérieur du cadre, et là c'est pour Valentin. Alors, l'enseignante vise à éviter l'exclusion de Valentin du groupe classe, mais pour éviter cette exclusion, elle est elle-même obligée de négocier avec les règles de fonctionnement de sa classe. Exemple, nous sommes en octobre, tout début d'année, et après le temps, vous savez, d'atelier, tout le monde se regroupe au point regroupement et la règle de fonctionnement de classe veut qu'on range les doudous. Donc c'est l'enseignante en début d'année qui passe avec la caisse que vous voyez sur la photo et évidemment elle passe et chaque enfant place son doudou dans cette caisse. Sauf qu'on voit Valentin, il est accroupi et il se cache sous la chaise, vous voyez ? Il se cache sous la chaise et en plus son doudou, pour être sûr qu'on ne lui prenne pas, il l'a mis sous son sweat. L'enseignante l'a vu. Elle n'a rien dit. Et du coup, elle dit ceci. Parce qu'un enfant dit « Mais Valentin, il n'a pas donné son doudou. » Parce qu'évidemment, les autres rappellent le cadre, surtout certains. Hein. Oui, mais Valentin, tant pis. Et du coup, elle s'adresse à lui et elle lui dit « Toi, tu peux garder ton doudou. » On arrive donc à une forme de différenciation à l'intérieur du cadre, mais aussi à d'autres moments comme celui-ci que vous allez voir, avec une responsabilisation de l'enfant. Donc nous sommes avec... voilà, c'est une scène où on voit Valentin avec un stagiaire qui est présent dans la classe, qui observe la pratique de l'enseignante. Et Valentin va assez rapidement vers le stagiaire pour lui dire on peut jouer au lancer de doudou. Le stagiaire, voilà ce qu'il lui répond. D'accord, on va aller demander à la maîtresse si on peut se permettre de faire ça, d'accord ? Et puis si on peut, on le fait, ok. Et après il lui dit allez, vas-y. Donc vas-y, c'est à l'enfant d'aller demander. Hein. Lui ne sert pas de médiateur dans cette affaire directement avec l'enseignante. Et la maîtresse, du coup, répond ceci. Je crois que Valentin veut jouer avec toi ce matin exceptionnellement. Par contre, je n'ai pas compris le jeu avec lequel il voulait jouer. Et le stagiaire, du coup, enchaîne en disant bon, ben, on va jouer. Mais il recadre le lancer de doudou. Et il dit ceci, on ne le lance pas n'importe comment. Il faut que ce soit précis. Et donc, c'est con. Après, il va dire, bon, on lance, on vise l'épaule, on vise le genou. Vous voyez, donc il redonne une visée, entre guillemets, éducative à une activité qui aurait pu être complètement déviante. Vous imaginez le lancer de doudou dans la classe, hein, avec les autres à côté, bien sûr. Donc, on est ici avec une souplesse, c'est-à-dire la demande de l'enfant est entendue, mais il est responsabilisé vis-à-vis de cette demande, et ensuite elle est recadrée dans son effectuation. Alors, l'idée, effectivement, ici, je pense, c'est que l'enseignante a accepté d'assumer cette différenciation. C'est-à-dire qu'elle assume, pour elle, elle n'a pas hésité à dire, bon, pour Valentin, on fait différemment. Pour Valentin, exceptionnellement, il a le droit de jouer au lancer de doudou. Vous voyez, elle ne perd pas la face ou ne craint pas de la perdre, en tout cas, je pense. Hein. Et sans pour autant donner d'explication aux autres, ce qui est peut-être une question ultérieure qui sera à traiter, nous sommes d'accord. Le stagiaire favorise la responsabilisation, encadre l'activité, du coup, ou recadre l'activité plutôt, de façon à ce que ça puisse être acceptable. Ici, c'est un autre exemple avec Valentin. Donc, c'est au, vous savez, les petits jeux qu'on a, les petites briques qu'on empile les unes avec les autres. Valentin commence à construire un pistolet. Et du coup, l'enseignante intervient. Regarde, on a un problème. Comment on peut faire pour les raccrocher, ces deux-là ? C'est une arche, c'est l'arche de la défense. Non, regarde, moi je préfère comme ça. Et elle ajoute une autre barre de façon à construire une arche.
parce que ce que tu m'avais fait, là, ça ne me plaisait pas trop. Là, ça s'appelle une arche pour passer en dessous. Donc, elle rentre, mais en même temps, elle détourne. Elle pose une limite à certaines activités de l'enfant. Je reviens à Achille pour voir notamment le rôle de l'AVS qui est arrivé en mars. Achille ne parle toujours pas et nous allons voir quel va être le rôle de médiation d'Achille. Pour Achille, pardon. Nous sommes ici au coin tapis, en bas, vous voyez, il y a un enfant qui a construit une belle tour, et puis Achille qui a établi rapidement, parce que nous sommes en avril et il est arrivé en mars, et lui est inclus en classe une demi-journée semaine, hein, et d'emblée, la relation est établie entre l'enfant et l'AVS, et donc il a ce geste déictique de montrer à l'AVS la tour de son père, hein, enfin du père de son collègue ou de son camarade, pardon, qu'on se comprenne. Hein. Et là, parce que l'AVS a bien repéré et observé Achille, elle sait que sa tendance est de pousser pour faire tomber la tour et faire casser, hein, et casser la tour. Et à ce moment-là, elle intervient auprès de l'enfant et elle lui dit « Regarde, il veut t'aider à la démonter. Il veut t'aider. » En même temps, elle intervient auprès d'Achille en lui disant « Ah, si tu la casses, il ne va pas être content. » Et non, regarde, c'est lui qui joue avec. Bon, on va faire une grande tour, nous aussi. Moi aussi, je vais en faire une grande. Regarde. Et elle essaie, du coup, d'interagir avec lui. La deuxième photo, vous voyez, c'est à un moment donné où elle prend ses mains pour éviter qu'il ne casse la tour de son camarade. Autre scène aussi de relations sociales apaisées, c'est que vous voyez un enfant qui s'appelle Polo qui est assis sur la chaise qui est sur la chaise à grandir, c'est-à-dire la chaise où momentanément les enfants il est demandé à ces enfants de s'asseoir là pour réfléchir parce qu'ils ont fait une activité qui ne convenait pas justement, hein, aux attendus. Et Polo, c'est un enfant qui s'est montré assez agressif vis-à-vis d'Achille, et pour autant Achille le suit tout le temps. Et là, il est puni, et aussitôt, Achille va à côté de Polo et se tient à côté de lui, alors même, dans la scène, je ne peux pas tout montrer, mais ce que je peux dire, alors même que l'enseignant, à ce moment-là, propose à Achille une activité. Viens Achille, on va faire quelque chose, et lui, non, il va voir son copain Polo qui est puni. La scène suivante, dans les minutes qui suivent, est intéressante parce qu'après, Achille prend un espèce de petit train qu'il pousse et c'est comme la dernière image montre qu'il s'apprête à sortir de la classe. Vous voyez, il s'apprête à franchir la classe. Et là, il y a une règle, effectivement, qui est on ne sort pas de la classe. Et c'est Polo lui-même qui, à un moment donné, interagit pour lui rappeler la règle et le faire à nouveau rentrer. Donc, il y a des interactions, même sans parole. Et il y a aussi des relais du cadre entre pairs. C'est ça qui est intéressant à noter. Alors, quelques perspectives d'action et de formation que je vous propose. Premièrement, notamment par rapport à cette deuxième recherche et sur les films que nous avons pu tourner, nous voyons que l'enseignante d'Achille amène à une modalisation du cadre qui permet de l'inclure dans le groupe classe, c'est-à-dire qu'elle rappelle la règle essentielle de respect, elle insiste beaucoup là-dessus et pour le reste, elle est moins attentive en tant que telle vis-à-vis d'Achille, mais en tout cas, du coup, elle est bien pour le faire rentrer dans le cadre commun. L'enseignante de Valentin, elle, fait preuve au contraire de différenciation, nous l'avons vu, et elle est comme provoquée à différencier. Parce que nous avons vu aussi des scènes où Valentin peut tout à fait se braquer et s'isoler et ne plus rien faire. Donc, elle est dans cette négociation avec lui pour qu'il reste aussi avec les autres et dans l'activité en tant que telle. Donc, considérer plus et plus précisément le rôle d'analyseur que joue l'inclusion, c'est une piste qu'il faut, en tout cas pour ma part, continuer à explorer.
en regardant ce qu'elle permet de révéler de la structure de fonctionnement ici, là et maintenant, de l'organisation, des rôles, mais aussi des interactions. L'analyseur inclusion provoque non seulement l'institution, mais elle provoque aussi les personnes, les professionnels, dans la représentation qu'ils ont de leur mission, dans leur rapport à la norme et aux normes attendues à l'école. Et fondamentalement, nous avons ici à repenser ce rapport aux normes. L'AVS d'Achille, qui ne s'exprime pas oralement, mais il y a quand même une communication non verbale qui s'instaure peu à peu. Nous pensons que l'AVS participe à l'instauration de relations apaisées avec ses pairs en attribuant et en communiquant une intentionnalité au geste d'Achille. Elle parle pour Achille. Alors au début, on pourrait se dire, mais si ça se trouve, c'est faux. Elle prête une intention qui n'est pas celle de l'enfant. Oui, mais elle le fait rentrer dans le monde commun, qui est aussi un monde de langage. Parce qu'on a bien vu que les enfants, au début, les enfants essaient d'aller vers Achille. Mais comme il ne répond pas, eh bien, ils s'en détournent. Et donc, nous pensons que le fait qu'elle parle pour lui, et de manière très astucieuse quand on y regarde de près, parce qu'elle ne dit pas « il veut casser ta construction », il veut t'aider à la démonter. Je veux dire, c'est un bijou de finesse, parce c'est quand même cassé, mais c'est présenté comme une aide à. Donc elle le montre sous un jour positif. Et de fait, il n'y a pas les autres ne le rejettent pas. Alors, il n'y a pas beaucoup d'échanges, mais il n'y a pas de rejet, mis à part Polo, qui est un petit peu particulier, dont on a parlé tout à l'heure. Alors, le stagiaire aussi, lui, favorise son inclusion, d'une part parce qu'il le responsabilise vis-à-vis de sa demande, et d'autre part parce qu'il recadre l'activité, il met bien l'activité dans un cadre scolaire, éducatif, avec des visées éducatives. L'inclusion in situ, c'est ce qui se joue dans le moment présent, fait nécessairement bouger les lignes à tous les niveaux. Ligne des pratiques, ça ne peut pas tourner comme d'habitude, ben non, c'est sûr, il faut s'y préparer, mentalement, il faut s'y préparer. Les lignes, les missions, la représentation qu'on a de son métier, dans le cadre de l'accueil de la différence, on est obligé de se dire, la mission est à redéfinir peut-être, au moins dans ses priorités. C'est-à-dire qu'on est amené à se poser une question radicale qui est qu'est-ce qui vaut au fond? Qu'est-ce qui est prioritaire au fond? Et notamment le cadre. Et c'est, je pense, du coup, une piste de formation que de se préparer à ces déstabilisations pour ne pas les vivre comme perdre la face, perdre sa compétence, perdre son statut, mais au contraire, développer de nouvelles compétences. Et peut-être que pour trouver son centre de gravité éducatif, c'est-à-dire que j'emploie cette expression de centre de gravité éducatif parce que je pense que in situ, c'est-à-dire c'est pas du discours général ça, hein, c'est concrètement ici et maintenant avec les personnes présentes, où je mets mon centre de gravité éducatif, qu'est-ce qui vaut, qu'est-ce que je peux viser, qu'est-ce que je ne peux pas viser, vers quoi je me recentre. Et là, on a vu, hein, pour l'enseignante d'Achille, c'est le respect de la personne. Elle se recentre là-dessus. Parce qu'à certains moments, elle a essayé de forcer Achille. Elle a essayé. Elle l'a pris sur ses genoux, elle lui a pris la main, elle a pris l'autre main, et elle a fait le geste pour lui. Et qu'est-ce qu'on voit comme scène à ce moment-là? Il fait le mort. Il se laisse, hein, vous connaissez tous ça, hein, c'est-à-dire il se laisse complètement aller, on dirait, voilà. Et là, on voit bien que sa motivation se retire complètement. Il ne veut pas, il signifie un refus. Elle l'a bien compris, hein, au bout de quelques fois. Et donc, effectivement, réinterroger le rapport aux normes pose la question des médiations en fonction des besoins, chercher des médiations sur la base d'observations in situ,
de l'enfant, ce qui suppose de se mettre en retrait, d'échanger avec des collègues, peut-être aussi de filmer des interactions. Pourquoi ? Parce que nous nous sommes aperçus, puisque nous étions à un binôme observateur plus film, indéniablement de revisionner le film, les rushs, permettent de voir bien plus de choses et à chaque fois de nouvelles choses dans les échanges qui aussi permettent une distanciation vis-à-vis de ces pratiques. Je pense là notamment à un mémoire que j'encadre actuellement vis-à-vis d'une jeune femme qui est professeure des écoles et qui doit faire son mémoire. Elle accueillait un enfant différent. Et je lui ai dit, est-ce que vous pouvez, puisque c'est votre pratique, est-ce que vous pouvez vous filmer ? Et oui, 5 minutes, merci. Et à ce moment-là, elle a mis en place, certains, donc mais uniquement pour eux, dans le cadre de leur recherche, de sa recherche de mémoire, et elle s'est rendue compte à la fois de sa pratique, mais surtout, elle a mieux cerné la problématique de l'enfant. Parce qu'elle a vu, du coup, les interactions qu'il avait ou qu'il n'avait pas avec tel ou tel élève de la classe. Donc, sur le nombre d'ateliers, effectivement, le nombre ne suffit pas, ce n'est pas la quantité, c'est effectivement la diversité, mais pour autant un certain nombre quand même. C'est-à-dire que 3-4, je ne sais pas si on aurait offert une possibilité réelle pour les enfants. Donc, développer des compétences de capacité coopérative et collégiale, ça c'est évidemment l'idéal à poursuivre, mais l'idéal à poursuivre, avec cette idée d'être attentif à ce qui se passe, peut-être essayer d'avoir une logique adocratique, c'est-à-dire essayer de se dire, voilà, ça bouscule, là on est bousculé, quelle réponse ad hoc on peut trouver ensemble et pas tout seul, évidemment. Je montre aussi, à travers ces métisses, ces ruses, ces arts de faire, toute la créativité. Peut-être à côté du poids institutionnel des programmes, avons-nous aussi à redonner toute sa valeur à la créativité. Des parents, des enseignants, des enfants eux-mêmes entre eux, qui trouvent des astuces souvent pour aider leur père. Hein. Et donc, je formule l'hypothèse pour conclure, effectivement, que le processus empathique pourrait aider à l'inclusion, dans la mesure où j'entends le processus empathique sous son versant à la fois cognitif et compréhensif. On n'est pas dans la sensiblerie, on n'est pas dans la contagion émotionnelle, on est essayé à être présent, attentif, en essayant de prendre le point de vue de l'autre. Et pas de rester centré sur le sien pour justement développer une forme de créativité. Alors, il y en a des traces dans ce que j'ai énoncé, je n'y reviens pas. Et ce que je propose au niveau de cette démarche, c'est peut-être ces temps que je vous propose. Hein, observer attentivement ce qui est là, sans juger d'emblée. En tout cas, pas d'emblée, et en se donnant vraiment le temps d'observer ce qui se passe au niveau des interactions. Mettre en récit les événements au regard de l'inclusion, c'est-à-dire qu'est-ce qui aide, qu'est-ce qui freine, qu'est-ce qui favorise, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est empêché. Identifier du coup s'il y a un empêchement, ce qui pose difficulté, chercher à comprendre ensemble, parce que c'est aussi ensemble qu'on est plus intelligent, et trouver des pistes pour ensuite essayer d'observer les effets en retour sur ce qui s'est passé, mais la mise en récit permettrait de garder la mémoire des acquis et ne pas toujours se retrouver tout seul à inventer à chaque fois les choses, hein. Mettre en mémoire aussi les découvertes des uns et des autres. Voilà, je vous remercie de votre attention.